Il existe une douleur plus profonde que n'importe quelle trahison commise par un étranger. C'est lorsque celui que vous avez élevé, nourri et protégé de toutes vos forces se retourne contre vous avec une froideur qui défie toute logique humaine. Si vous êtes une mère et que vous avez ressenti le poison des paroles de votre propre enfant, si vous vous êtes déjà demandé comment quelqu'un qui dormait autrefois dans vos bras peut maintenant vous traiter comme si vous étiez insignifiant, vous n'êtes pas seul dans cette douleur qui semble ne pas avoir de nom. Freud nous a appris que les relations les plus importantes de notre vie sont aussi celles qui recèlent les contradictions les plus profondes de l'âme humaine. Et il n'y a peut-être pas de contradiction plus brutale que celle-ci, un enfant qui méprise la personne qu'il a le plus aimée. Nous ne parlons pas ici de querelles passagères ou de désaccords naturels. Nous parlons de cette froideur systématique, de ce manque de respect qui s'est installé comme une ombre permanente entre vous. Vous avez peut-être consacré les meilleures années de votre vie à lui donner tout ce que vous n'aviez pas. Vous avez peut-être sacrifié vos rêves pour que les siens puissent se réaliser. Vous avez peut-être passé des nuits blanches à prendre soin de lui quand il était malade. Et aujourd'hui, alors que vous avez le plus besoin d'un mot gentil, d'un geste de reconnaissance, vous ne recevez que de l'indifférence. Lorsque vous essayez de vous rapprocher, vous vous heurtez à des murs. Lorsque vous montrez votre besoin, vous rencontrez de l'irritation. Mais voici une vérité que peu ont le courage de dire. Cette cruauté ne vient pas du vide. Elle a des racines profondes et inconscientes qui se nourrissent de blessures que votre enfant ne peut pas comprendre. Et comprendre ces racines ne signifie pas justifier la douleur que vous ressentez, mais cela peut être le premier pas vers la compréhension d'une dynamique qui vous détruit tous les deux de l'intérieur. Car la triste vérité est que lorsqu'un enfant maltraite sa mère, il ne fait pas seulement du mal à celle-ci. Il mène une guerre contre une partie de lui-même qu'il ne peut accepter. Et cette guerre a un prix que vous payez tous les deux chaque jour. Ce que vous devez d'abord comprendre, c'est que la froideur de votre fils n'est pas apparue hier. Elle provient de ce que Freud appelait une blessure narcissique, une marque psychologique profonde qui se forme lorsqu'un enfant est incapable de gérer correctement sa dépendance affective envers sa mère. Et cette marque, comme une cicatrice mal refermée, continue de faire mal tout au long de la vie. Imaginez un enfant qui grandit en sachant au fond de lui qu'il doit tout à sa mère. Sa vie, sa sécurité, sa nourriture, ses premiers sentiments amoureux, cette conscience, aussi belle soit-elle, peut devenir un fardeau insupportable pour un ego en développement. C'est comme si l'enfant grandissait avec une dette émotionnelle si énorme qu'il ne pourrait jamais la rembourser, ce qui crée une anxiété inconsciente qui peut durer des décennies. Pour mieux comprendre cela, réfléchissez à la manière dont le développement émotionnel des hommes fonctionne dans notre société. Dès leur plus jeune âge, les garçons apprennent que montrer ses besoins est un signe de faiblesse, que les vrais hommes ne dépendent de personne, que pleurer est réservé aux femmes, qu'il est inapproprié de chercher du réconfort auprès de sa mère après un certain âge. Ces messages ne sont pas explicites, ils s'infiltrent à travers les regards, les commentaires apparemment innocents, les comparaisons avec d'autres garçons plus indépendant. Lorsque ce garçon devient un homme, la présence de sa mère n'est plus seulement un symbole d'amour inconditionnel, elle devient également le symbole de sa propre fragilité, de sa dépendance, de tout ce qu'il doit nier en lui-même pour se sentir fort et indépendant. C'est pourquoi de nombreux fils se sentent étouffés non pas par ce que font leurs mères, mais par ce qu'elles représentent, le rappel vivant qu'ils ont été petits, dépendants et vulnérables. Avez-vous remarqué comment votre fils réagit lorsque vous lui montrez votre affection en public? Comment il se dérobe lorsque vous essayez de le prendre dans vos bras devant d'autres personnes? Comment son expression change lorsque vous racontez à quelqu'un à quel point il était affectueux quand il était enfant? Ce n'est pas seulement une question de gêne adolescente qui devrait avoir disparu. C'est quelque chose de plus profond. C'est le conflit intérieur entre l'amour sincère qu'il ressent encore pour vous et la terreur d'apparaître dépendant, fragile, moins viril aux yeux des autres. Freud a découvert que nous détestons souvent ce qui nous rappelle le plus nos propres faiblesses. Et pour un fils qui n'a jamais appris à intégrer sa vulnérabilité de manière saine, sa mère devient le miroir cruel de tout ce qu'il rejette en lui-même. Chaque geste d'attention de sa part lui rappelle la fragilité de son enfance. Chaque preuve d'amour résonne comme une demande de remboursement d'une dette qu'il sait ne jamais pouvoir rembourser. C'est ainsi que l'amour se transforme en agressivité. Non pas parce que l'amour a cessé d'exister, mais parce qu'il est devenu trop menaçant pour être reconnu. Le fils qui maltraite sa mère essaie en réalité de tuer une partie de lui-même qui le hante, l'enfant dépendant qui vit toujours en lui.
Pensez au nombre de fois où vous avez entendu votre enfant dire des choses comme « Tu t'inquiètes trop, tu es trop collant, tu ne me laisses pas tranquille ». Ce qu'il dit en réalité, c'est « Tu me rappelles que j'ai encore besoin de toi et cela me terrifie ». Car accepter qu'il a besoin de l'amour de sa mère signifie accepter qu'il n'est pas l'homme autonome qu'il veut désespérément être. Et c'est là que la dynamique devient encore plus cruelle. Plus vous essayez de vous rapprocher pour réparer la relation, plus il s'éloigne. Plus vous lui montrez votre amour, plus il réagit avec froideur. Non pas parce qu'il n'a pas besoin de votre amour, mais précisément parce qu'il en a tellement besoin. C'est comme si son cœur était un muscle meurtri qui fait plus mal quand on essaie de le bouger. C'est le piège émotionnel dans lequel vous êtes tous les deux pris. Vous essayez de retrouver la connexion que vous aviez autrefois, et lui essaye désespérément de se prouver que cette connexion n'existe plus. Vous lui offrez le même amour que vous lui avez toujours donné, et il interprète cet amour comme une menace pour l'identité qu'il s'est construite pour survivre dans le monde. Et vous, en tant que mère, devenez la cible de cette guerre interne qu'il mène contre lui-même. Chaque mot dur qu'il vous adresse est en réalité une tentative désespérée de se convaincre qu'il n'a plus besoin de vous, qu'il a grandi, qu'il est assez fort pour se passer de l'amour qui était autrefois sa seule source de survie. Mais voici le paradoxe le plus cruel de tous. Plus il vous attaque, plus il prouve qu'il est encore profondément lié à vous. Car on ne fait du mal qu'à ceux qui ont encore un pouvoir sur nos émotions. La véritable indifférence ne gaspille pas d'énergie dans la cruauté, elle ignore simplement. Ironiquement, son agressivité est la preuve que vous comptez encore trop pour lui. Et cette importance est précisément ce qu'il a le plus besoin de nier. Cette guerre émotionnelle que votre fils mène contre vous a un nom en psychanalyse et le comprendre peut être la clé pour comprendre pourquoi son comportement semble si irrationnel. Freud appelait cela le complexe d'Œdipe non résolu, non pas au sens littéral et perturbant que beaucoup de gens imaginent, mais comme une étape cruciale du développement où les enfants doivent apprendre à se séparer psychologiquement de leurs parents afin de former leur propre identité. Lorsque cette séparation ne se fait pas de manière saine, le fils grandit avec une ambivalence toxique. Il aime sa mère, mais il la considère également comme une menace pour son autonomie. C'est comme si une partie de lui était encore ce petit garçon de 5 ans qui a besoin de l'approbation de sa mère pour se sentir en sécurité, tandis qu'une autre partie est l'homme adulte qui veut prouver au monde qu'il n'a besoin de personne. Considérez cela comme un bras de fer émotionnel qui se déroule chaque jour dans son esprit. D'un côté, il y a l'impulsion naturelle de rechercher son affection, son approbation, ses genoux, même s'il ne l'admettra jamais, pas même à lui-même. De l'autre côté, il y a la pression sociale et interne d'être indépendant, de ne pas dépendre émotionnellement d'une femme, de prouver sa masculinité par la distance émotionnelle. Pour mieux comprendre cette dynamique, imaginez qu'à l'intérieur de la tête de votre fils se trouve un tribunal interne en session permanente. D'un côté, une voix murmure « Elle t'aime, elle a toujours été là pour toi, tu devrais lui être reconnaissant, tu devrais lui rendre son amour ». De l'autre côté, une voix plus forte crie « Tu es un homme adulte, tu ne peux pas dépendre de ta mère pour toujours, c'est pathétique, tu dois être fort par toi-même ». Cette bataille interne est épuisante et douloureuse. Et savez-vous quel est le résultat de cette tension constante ? L'agressivité. Car lorsque vous ne pouvez pas résoudre un conflit interne, vous le projetez vers l'extérieur. Votre fils ne peut pas gérer son propre besoin d'amour maternel, alors il le transforme en colère. Il ne peut pas accepter qu'il ait encore besoin de vous émotionnellement, alors il essaie de détruire ce besoin en vous attaquant. C'est pourquoi les moments où vous vous montrez le plus vulnérable sont précisément ceux où il devient le plus cruel. Lorsque vous tombez malade, lorsque vous avez besoin d'aide, lorsque vous montrez que vous êtes aussi humaine et fragile, cela déstabilise complètement l'image qu'il s'est construite de lui-même, celle d'une personne forte et indépendante. Car si vous, qui avez toujours été son rempart, pouvez aussi être fragile, qu'en est-il de la sécurité de son monde ? Remarquez comment cette dynamique se manifeste dans les détails de la vie quotidienne. Quand vous l'appelez et qu'il répond d'un ton irrité, comme si vous le dérangiez, quand vous lui posez des questions sur sa vie et qu'il répond par monosyllabes, quand vous lui proposez votre aide et qu'il réagit comme si c'était une offense. Chacune de ces réactions est une petite bataille dans la grande guerre qu'il mène contre lui-même. Freud a observé que nous attaquons souvent ce que nous craignons le plus de devenir. Votre fils attaque votre vulnérabilité parce qu'il est terrifié à l'idée de reconnaître la sienne. Il méprise votre dépendance émotionnelle à son égard parce qu'il ne supporte pas d'admettre sa propre dépendance émotionnelle à votre égard.
C'est une dynamique vicieuse dans laquelle il a besoin de vous rabaisser pour se sentir grand, de vous nier pour se sentir réel. Mais c'est là que la situation se complique encore davantage. Ce besoin de vous nier n'est pas conscient. Il ne se réveille pas le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais être cruel avec ma mère ». Dans son esprit, il fixe simplement des limites ou est réaliste au sujet de votre relation. Il peut même sincèrement croire que vous êtes trop dramatique ou trop collante, car c'est le récit qu'il doit construire pour justifier la distance émotionnelle. C'est comme s'il avait développé une allergie émotionnelle à l'amour qu'il ressent pour vous. Chaque fois que cet amour menace de se manifester, son système psychologique produit une réaction inflammatoire, irritation, froideur, cruauté, pour neutraliser ce qu'il perçoit inconsciemment comme une menace pour son indépendance. Mais voici le drame. Cette stratégie ne fonctionne jamais, car on ne peut pas construire une véritable force sur la destruction de ce que l'on aime. On ne devient pas adulte en niant ses origines émotionnelles. Et peu importe à quel point il essaie de se convaincre qu'il n'a pas besoin de vous, chaque attaque qu'il lance est une confession inconsciente que vous avez toujours un immense pouvoir sur son cœur. C'est pourquoi sa cruauté s'accompagne souvent d'une intensité émotionnelle disproportionnée. Il n'est pas seulement en colère contre vous, il est furieux contre lui-même, parce qu'il se soucie encore autant de votre opinion. Il ne se détache pas simplement, il fuit désespérément une relation qu'il sait ne jamais pouvoir rompre complètement. Et vous, inconsciente de cette guerre intérieure, vous subissez les conséquences d'une bataille dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Chaque geste de froideur est en réalité une victoire temporaire pour cette voix intérieure qui le convainc qu'il doit être fort. Mais c'est une victoire qui a le goût amer de la trahison, car au fond de lui, il sait qu'il ne trahit pas seulement vous, mais aussi l'enfant en lui qui a encore désespérément besoin de votre amour. Et nous arrivons ainsi au cœur le plus douloureux de cette dynamique. Votre fils ne se bat pas vraiment contre vous. Il se bat contre le reflet de lui-même qu'il voit dans vos yeux. Car vous, plus que quiconque au monde, êtes le témoin vivant de tous les moments où il était petit, effrayé, imparfait. Et pour un homme qui a construit son identité sur l'illusion du contrôle et de la force, ce témoin devient insupportable. Freud nous a appris que nous projetons sur les autres ce que nous ne pouvons pas accepter en nous-mêmes. Et dans le cas de votre fils, vous êtes devenu l'écran sur lequel il projette toutes ses vulnérabilités refoulées. Quand il critique votre émotivité excessive, il rejette en réalité la sensibilité même qu'il a appris à cacher. Quand il se plaint de votre possessivité, il nie sa propre peur de l'abandon qu'il porte en lui depuis l'enfance. Réfléchissez à la manière dont cette projection se manifeste dans vos conversations. Il vous accuse d'être dramatique lorsque vous exprimez votre inquiétude, mais cette accusation révèle sa propre terreur d'être perçu comme quelqu'un qui se soucie trop. Il dit que vous ne savez pas lui laisser d'espace, mais au fond de lui, il est terrifié à l'idée d'admettre qu'il a encore besoin de votre proximité. Chaque critique qu'il formule est en réalité une confession déguisée de ses propres luttes intérieures. Ce qui rend cette situation encore plus cruelle, c'est que, sans vous en rendre compte, vous êtes vraiment un miroir pour lui, mais pas dans le sens négatif où il le perçoit. Vous reflétez la capacité d'amour inconditionnel qu'il a perdue en cours de route. Vous faites preuve du courage d'être vulnérable qu'il n'a jamais réussi à conserver. Vous démontrez l'authenticité émotionnelle qu'il a dû sacrifier pour être un homme dans ce monde. Et cette différence entre vous devient une plaie ouverte dans son estime de soi, car si vous avez conservé la capacité d'exprimer votre amour, vos besoins et votre attention, lui est devenu expert dans l'art de cacher ses sentiments. Si vous avez préservé la capacité de demander de l'aide quand vous en avez besoin, lui a appris que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Cette disparité lui donne le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. C'est pourquoi vos moments de plus grande tendresse sont ceux qui provoquent chez lui les réactions les plus agressives. Lorsque vous lui témoignez une réelle préoccupation, cela lui rappelle ce que c'est que d'être vraiment aimé, quelque chose qu'il s'est interdit de rechercher dans d'autres relations. Lorsque vous lui offrez votre soutien sans le juger, cela contraste fortement avec l'autocritique constante qu'il nourrit en lui-même. Mais l'aspect le plus troublant de cette dynamique est peut-être la façon dont elle déforme la réalité dans son esprit. Il cesse de vous voir comme la personne complexe et réelle que vous êtes et ne voit plus qu'une caricature qui sert ses conflits intérieurs. La femme qu'il a élevée avec amour devient, dans sa perception, une figure manipulatrice. La mère qui a toujours fait passer ses besoins avant les siens devient, dans son récit mental, quelqu'un d'égoïste et de contrôlant.
Cette distorsion est si puissante qu'il peut même réinterpréter ses souvenirs d'enfance. Les moments d'attention sincère sont considérés comme de la surprotection. Les gestes d'amour inconditionnel sont réécrits comme du chantage émotionnel. C'est comme s'il avait besoin de réécrire sa propre histoire pour justifier le traitement cruel qu'il vous inflige dans le présent. Et c'est là que la psychologie masculine toxique s'entremêle de manière dévastatrice avec cette dynamique familiale. Notre société enseigne aux hommes que la dépendance émotionnelle est une féminité et que la féminité est une faiblesse. Ainsi, lorsque votre fils vous regarde et voit quelqu'un qui exprime ouvertement ses émotions, qui admet ses besoins, qui cherche à créer des liens, il voit tout ce qu'il a été conditionné à rejeter en lui-même. C'est comme si vous étiez le rappel vivant d'une version de lui-même qui est morte pendant le processus de devenir un homme. Ce garçon qui pleurait quand il se faisait mal, qui courait se réfugier dans vos bras quand il avait peur, qui disait « je t'aime » sans gêne. Ce garçon a été progressivement étouffé par les attentes de la société, et vous, qui l'aimez toujours autant que vous aimiez ce garçon, vous devenez le fantôme douloureux de ce moi perdu. Le plus tragique, c'est que ce rejet de sa propre vulnérabilité ne l'a pas rendu plus fort, mais plus vide. En niant la partie de lui-même qui a besoin de connexion, qui ressent la peur, qui recherche le réconfort, il s'est privé de certaines des expériences les plus profondes et les plus significatives de l'existence humaine. Et inconsciemment, il le sait. C'est pourquoi votre présence lui rappelle constamment tout ce qu'il a sacrifié pour être acceptable en tant qu'homme. Et vous payez le prix de cette automutilation émotionnelle qu'il s'est infligée. Chaque fois qu'il vous traite froidement, il essaie de tuer en vous ce qu'il a déjà tué en lui-même. Chaque moment de cruauté est une tentative de valider le choix qu'il a fait de s'endurcir émotionnellement. Car s'il parvient à se convaincre que sa capacité à aimer est une faiblesse, alors peut-être que son incapacité à aimer devient une force. Mais il est temps de parler de l'éléphant dans la pièce, de la façon dont notre culture a créé une génération d'hommes émotionnellement mutilés qui punissent leur mère pour des crimes qu'elles n'ont jamais commis. Car derrière toute cette cruauté individuelle se cache un système beaucoup plus vaste et sinistre qui transforme des garçons aimants en hommes incapables de reconnaître leur propre cœur. Dès la naissance de votre fils, le monde a commencé à lui murmurer des paroles empoisonnées à l'oreille. Les garçons ne pleurent pas. Les vrais hommes ne dépendent pas des femmes. Traîner avec ta mère, c'est pour les mauviettes. Ces phrases n'étaient pas des ordres explicites. Elles s'insinuaient à travers des blagues, des regards désapprobateurs, des comparaisons avec d'autres garçons plus indépendants. Et lentement, méthodiquement, ces messages ont construit une prison émotionnelle dans son âme. Ce que vous devez comprendre, c'est que votre fils n'a pas consciemment choisi de devenir cruel. Il a été systématiquement conditionné à considérer l'amour maternel comme une menace pour son identité masculine. On lui a appris que montrer son affection pour vous en public était embarrassant, que demander votre avis était un signe d'immaturité, que valoriser ouvertement votre sacrifice le ferait passer pour faible aux yeux des autres hommes. Et voici l'ironie amère, il a été conditionné à rejeter les qualités mêmes qui pourraient faire de lui un homme vraiment fort. La capacité à reconnaître quand il a besoin d'aide, le courage d'exprimer sa vulnérabilité, la sagesse d'apprécier ceux qui l'aiment inconditionnellement. Toutes ces caractéristiques ont été qualifiées de féminines et donc indésirables pour quelqu'un qui veut être considéré comme masculin. Pensez au nombre de films, de chansons et de conversations entre hommes auxquels il a été exposé tout au long de sa vie, qui dépeignent les mères comme des figures étouffantes, contrôlantes et manipulatrices. Combien de fois a-t-il entendu d'autres hommes se plaindre de leur mère d'une manière qui semblait normale, voire drôle? Combien de fois a-t-il été témoin de situations où le fait de montrer de l'affection pour sa mère était source de ridicule ou d'embarras? Et si vous vous demandez pourquoi cela se produit maintenant, pourquoi cette froideur semble s'être intensifiée ces dernières années, la réponse se trouve peut-être dans les réseaux sociaux et la culture numérique que votre fils consomme. Il existe des communautés en ligne entières qui enseignent aux hommes que l'indépendance émotionnelle totale est le but ultime de la masculinité, que les femmes, y compris les mères, sont naturellement manipulatrices et que se protéger d'elles est une question de survie psychologique. Si vous regardez cette vidéo et que vous reconnaissez votre fils dans ses mots, si vous voyez votre propre douleur se refléter dans ses réflexions, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Dans les commentaires ci-dessous, vous trouverez d'autres mères qui vivent la même situation,
qui comprennent exactement ce que l'on ressent lorsqu'on a consacré toute sa vie à quelqu'un qui vous traite désormais comme si vous n'étiez pas importante. Plus importante encore, vous trouverez des stratégies, des idées et surtout la confirmation que votre douleur est réelle et mérite d'être reconnue. Mais revenons au cœur du problème. Votre fils est devenu prisonnier d'une version déformée de la masculinité qui le pousse à rejeter ses propres besoins émotionnels. Et lorsqu'une personne rejette ses propres besoins, elle commence inévitablement à mépriser ces mêmes besoins chez les autres. C'est pourquoi il ne supporte pas que vous lui montriez que vous avez besoin de lui, que vous voulez être proche de lui, que vous vous souciez de lui. Dans son esprit, façonné par des années de conditionnement culturel, ces manifestations de besoins émotionnels sont des faiblesses féminines qu'il doit rejeter afin de préserver son identité masculine. Il ne voit pas que c'est précisément cette capacité à se soucier des autres, à s'inquiéter, à rechercher le contact, qui représente la véritable force. Car la véritable force n'est pas l'absence de vulnérabilité, c'est le courage d'être vulnérable lorsque cela est nécessaire. Et c'est là que cette dynamique devient vraiment destructrice pour les deux. Alors qu'ils luttent pour maintenir cette façade d'indépendance émotionnelle totale, ils se privent d'une des relations les plus profondes et les plus enrichissantes qu'un être humain puisse avoir. Il choisit la solitude plutôt que la connexion, la fierté plutôt que l'amour, l'approbation sociale plutôt que l'authenticité émotionnelle. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que ce rejet de l'amour maternel ne le rend pas plus masculin, mais moins humain. Cela ne le rend pas plus fort, mais plus vide. Cela ne prouve pas son indépendance, mais révèle son incapacité à faire la distinction entre une dépendance saine et une dépendance dysfonctionnelle. Car il y a une différence fondamentale entre être un fils qui entretient une relation aimante et mature avec sa mère et être un fils qui n'a jamais réussi à se séparer psychologiquement d'elle. Il y a une différence entre apprécier ceux qui nous aiment et être incapable de fonctionner sans leur approbation constante. Mais notre culture toxique ne nous enseigne pas cette différence. Elle condamne simplement toute forme de proximité émotionnelle comme une faiblesse. Et vous qui avez consacré les meilleures années de votre vie à élever un homme capable d'aimer et d'être aimé, vous vous retrouvez à le regarder, impuissante, choisir de devenir exactement le contraire. Il embrasse une version de la masculinité qui le laisse émotionnellement appauvri et isolé sur le plan relationnel. Mais nous arrivons maintenant à une vérité qui peut être encore plus difficile à accepter. Aussi douloureux que cela puisse être à admettre, vous contribuez peut-être inconsciemment à cette dynamique destructrice. Et avant de vous sentir attaqué ou coupable, comprenez que je ne parle pas de blâme, mais de schémas inconscients qui peuvent perpétuer ce qui vous fait le plus souffrir. Freud a découvert que dans toute relation dysfonctionnelle, les deux parties jouent un rôle qui maintient le dysfonctionnement. Et dans la dynamique entre vous et votre fils, il existe une possibilité troublante. Votre besoin de continuer à être une mère vous empêche tous les deux d'évoluer vers une relation adulte saine. Réfléchissez un instant à la façon dont vous réagissez lorsque votre fils vous traite mal. Vous êtes blessé, vous souffrez, vous pleurez peut-être, mais vous continuez d'essayer. Vous continuez de l'appeler, de lui proposer votre aide, de lui montrer votre amour, même lorsqu'il vous répond froidement. Et même si cela peut sembler être la bonne chose à faire, après tout, l'amour inconditionnel est censé être l'essence même de la maternité, il se peut que votre persévérance envoie un message que vous ne souhaitez pas transmettre. Le message qui lui parvient est peut-être le suivant. Peu importe comment tu me traites, je t'accepterai toujours. Peu importe ta cruauté, je reviendrai toujours vers toi. Ton comportement n'a aucune conséquence réelle, car mon amour est sans limite. Si cela semble noble en théorie, dans la pratique, cela peut enseigner à votre fils qu'il a le droit de vous maltraiter émotionnellement. Car voici une vérité psychologique fondamentale. Les gens vous traitent comme vous leur apprenez qu'il est acceptable de vous traiter. Et si vous ne fixez jamais de limites claires, si vous ne montrez jamais que vous méritez d'être traité avec respect, vous communiquez involontairement que le manque de respect est tolérable. Mais cette dynamique comporte une dimension encore plus profonde. Peut-être qu'au fond de vous, vous préférez être maltraité par lui plutôt que de ne plus avoir aucune relation avec lui. Peut-être que la souffrance est devenue une façon tordue de maintenir le lien. Car lorsqu'il vous fait du mal, au moins vous interagissez. Lorsqu'il montre de l'irritation, au moins il vous prête attention. C'est une réalité brutale à laquelle de nombreuses mères sont confrontées, mais qu'elles admettent rarement. La peur de l'abandon total peut être si grande qu'elles acceptent les miettes d'attention, même lorsque ces miettes sont assaisonnées de cruauté.
C'est comme si la violence psychologique était préférable au vide total du rejet, et c'est là que votre propre identité peut jouer contre vous. Si vous avez construit toute votre identité autour du rôle de mère dévouée, si vous avez défini votre valeur personnelle par votre capacité à aimer et à prendre soin de vos enfants, alors reconnaître que cet enfant ne veut plus que vous vous occupiez de lui peut constituer une menace existentielle pour votre identité. Réfléchissez-y. Qui seriez-vous si vous n'étiez pas la mère qui se sacrifie pour ses enfants? Quel serait votre but si ce n'était pas de prendre soin, de vous inquiéter et d'être disponible? Ces questions peuvent être si terrifiantes qu'il est plus facile de continuer à jouer le rôle de la mère souffrante que d'affronter la possibilité de découvrir une nouvelle identité. Mais il existe une possibilité encore plus troublante, que votre attachement à la souffrance soit devenu une forme de manipulation émotionnelle inconsciente. Que vos larmes, votre douleur évidente, votre persistance à continuer d'aimer même lorsque vous êtes maltraité, soient un des moyens subtils d'essayer de le culpabiliser. Des façons de dire, sans mots, « Regarde comment tu fais souffrir quelqu'un qui n'aime que toi. Regarde ce que ton comportement me fait subir. » Je ne suggère pas que vous agissiez ainsi consciemment. Mais l'inconscient regorge de stratégies que nous développons pour essayer de contrôler les situations dans lesquelles nous nous sentons impuissants. Et pour une mère qui voit son fils s'éloigner, utiliser sa propre souffrance comme un outil émotionnel peut sembler être la seule carte qui lui reste à jouer. Le problème, c'est que cette stratégie non seulement ne fonctionne pas, mais qu'elle risque d'alimenter le processus même que vous voulez briser. Car lorsque vous vous laissez constamment maltraiter sans conséquences réelles, lorsque vous montrez que votre dignité est négociable au nom de l'amour maternel, vous risquez de confirmer involontairement dans son esprit qu'il a raison de vous manquer de respect. C'est une logique perverse, mais elle fonctionne ainsi. Si vous ne vous respectez pas suffisamment pour exiger le respect, pourquoi devrait-il vous respecter? Si vous ne fixez pas de limites à la façon dont vous méritez d'être traité, pourquoi devrait-il les découvrir par lui-même? Et ainsi, vous vous retrouvez tous les deux pris dans une danse destructrice où il vous maltraite, vous l'acceptez, il se sent coupable mais aussi en colère contre votre acceptation, et le cycle se répète à l'infini. Une danse où vous êtes tous les deux perdants. Il perd la chance d'apprendre à établir une relation mature et respectueuse. Vous perdez la possibilité d'être valorisé et aimé comme vous le méritez, car la vérité la plus difficile à accepter est peut-être celle-ci. Continuer à vous laisser maltraiter n'est pas de l'amour inconditionnel, c'est de la peur. La peur de perdre complètement la relation, la peur de découvrir qui vous êtes au-delà de votre rôle de mère, la peur d'affronter la possibilité que vous deviez laisser partir votre fils afin qu'il puisse, un jour, choisir de revenir de son plein gré. Et nous arrivons maintenant au moment le plus douloureux de ce parcours, reconnaître le véritable prix que cette guerre émotionnelle vous coûte à tous les deux. Car si vous souffrez visiblement de chaque mot dur, de chaque geste froid, de chaque manifestation d'indifférence, votre fils paie un prix bien plus élevé que vous ne le réalisez. Il est en train de devenir exactement le genre d'homme qu'il se détestera un jour d'être devenu. Chaque fois qu'il choisit la cruauté plutôt que la compassion, il tue une partie de son âme. Chaque fois qu'il préfère la froideur à l'affection, il s'éloigne non seulement de vous, mais aussi de sa propre humanité, car il n'y a aucun moyen de se protéger émotionnellement de ceux que l'on aime sans se protéger de son propre cœur. Freud nous a appris que toute répression a un coût psychologique. Et votre fils réprime non seulement son amour pour vous, mais aussi sa propre capacité à aimer profondément. Il enterre non seulement la gratitude qu'il devrait ressentir, mais aussi sa capacité à reconnaître la valeur de ceux qui se sacrifient pour lui. Il étouffe non seulement sa vulnérabilité envers vous, mais aussi sa propre authenticité émotionnelle. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que l'armure émotionnelle qu'il a construite pour se protéger de vous est devenue une prison. Il ne peut plus ressentir de véritable intimité avec qui que ce soit. Il ne peut plus faire pleinement confiance à un autre être humain. Il ne peut plus se permettre d'être aimé par quelqu'un sans soupçonner des arrière-pensées. La froideur qu'il utilise à votre égard s'est étendue à toutes ses relations. Et voici l'ironie cruelle. En essayant de se protéger de la manipulation émotionnelle qu'il croit voir en vous, il est devenu incapable de distinguer le véritable amour de l'intérêt personnel. En se protégeant de votre dépendance, il est devenu incapable de nouer des liens profonds et significatifs. En rejetant votre besoin de lui, il a perdu la capacité de se sentir vraiment important pour quelqu'un. Pensez à la façon dont cela se reflète dans ses autres relations. Observez comment il traite son partenaire, ses amis, voire ses propres enfants, s'il en a. La même froideur émotionnelle,
la même difficulté à exprimer son affection, la même résistance à montrer sa vulnérabilité. Car lorsque vous apprenez à votre cœur à se fermer à une personne, il apprend à se fermer à tout le monde. Mais le prix le plus élevé est la trahison qu'il commet chaque jour envers lui-même. Car au fond de lui, dans le plus profond de son être, il sait qu'il est injuste. Il sait que vous ne méritez pas le traitement qu'il vous inflige. Il sait qu'il cause une souffrance inutile à quelqu'un qui ne lui a fait que du bien. Et cette conscience le ronge, créant une culpabilité qu'il doit constamment réprimer. C'est pourquoi son agressivité augmente souvent précisément lorsque vous faites preuve de la plus grande gentillesse et de la plus grande patience, car votre gentillesse est un miroir cruel qui reflète sa méchanceté. Votre persévérance à l'aimer lui rappelle qu'il ne parvient pas à vous rendre cet amour. Votre dignité face à l'humiliation qu'il vous inflige le rend encore plus misérable. Il se retrouve ainsi pris au piège dans un cercle vicieux. Plus il est cruel, plus il se sent coupable. Plus il se sent coupable, plus il a besoin de justifier sa cruauté en trouvant des défauts chez vous. Plus il trouve de défauts, plus il se permet d'être cruel. C'est une spirale descendante qui l'éloigne de plus en plus de la personne qu'il aurait pu être. Le plus tragique, c'est que cette autodestruction émotionnelle survient à un moment de sa vie où il a le plus besoin de la sagesse, du soutien et de l'amour inconditionnel que vous lui offrez. Car être adulte ne signifie pas que l'on n'a plus besoin d'un câlin, mais que l'on sait quand chercher et apprécier les câlins que l'on reçoit. Cela ne signifie pas que l'on n'a plus besoin de conseils, mais que l'on reconnaît l'expérience et la sagesse de ceux qui nous ont précédés. Mais il choisit la voie la plus difficile et la plus solitaire qui soit, essayer de naviguer dans la vie sans ancrage émotionnel, sans refuge, sans personne qui l'aime indépendamment de ses succès ou de ses échecs. Il renonce volontairement à l'une des relations les plus précieuses qu'un être humain puisse avoir, la relation avec la personne qui l'a mis au monde et qui l'aimait avant même qu'il n'existe pleinement. Et vous qui assistez à cette autodestruction émotionnelle, vous vivez le paradoxe le plus douloureux qu'une mère puisse connaître, voir votre enfant choisir délibérément une voie qui le rendra malheureux, voir quelqu'un que vous aimez détruire sa propre capacité à être aimé, être témoin de la transformation de la personne que vous vouliez protéger en son propre bourreau émotionnel. Car en fin de compte, la question n'est pas seulement de savoir pourquoi il est cruel envers vous. La question est, pourquoi est-il si cruel envers lui-même? Pourquoi choisit-il la solitude plutôt que la connexion, la fierté plutôt que l'amour, la dureté plutôt que la tendresse? Et la réponse la plus difficile est qu'il ne sait probablement même pas qu'il a d'autres options. Et nous arrivons maintenant au moment le plus douloureux de ce parcours, reconnaître le véritable prix que cette guerre émotionnelle vous coûte à tous les deux. Car si vous souffrez visiblement de chaque mot dur, de chaque geste froid, de chaque signe d'indifférence, votre fils paie un prix bien plus élevé que vous ne le réalisez. Il est en train de devenir exactement le genre d'homme qu'il se détestera un jour d'être devenu. Chaque fois qu'il choisit la cruauté plutôt que la compassion, il tue une partie de son âme. Chaque fois qu'il choisit la froideur plutôt que l'affection, il s'éloigne non seulement de vous, mais aussi de sa propre humanité. Car il n'y a aucun moyen de se protéger émotionnellement de ceux que l'on aime sans se protéger de son propre cœur. Freud nous a enseigné que toute répression a un coût psychologique. Et votre fils réprime non seulement son amour pour vous, mais aussi sa propre capacité à aimer profondément. Il enterre non seulement la gratitude qu'il devrait ressentir, mais aussi sa capacité à reconnaître la valeur de ceux qui se sacrifient pour lui. Il étouffe non seulement sa vulnérabilité envers vous, mais aussi sa propre authenticité émotionnelle. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que l'armure émotionnelle qu'il a construite pour se protéger de vous est devenue une prison. Il ne peut plus ressentir de véritable intimité avec qui que ce soit. Il ne peut plus faire pleinement confiance à un autre être humain. Il ne peut plus se permettre d'être aimé par quelqu'un sans soupçonner des arrière-pensées. La froideur qu'il utilise à votre égard s'est étendue à toutes ses relations. Et voici l'ironie cruelle. En essayant de se protéger de la manipulation émotionnelle qu'il croit voir en vous, il est devenu incapable de distinguer le véritable amour de l'intérêt personnel. En se protégeant de votre dépendance, il est devenu incapable de nouer des liens profonds et significatifs. En rejetant votre besoin de lui, il a perdu la capacité de se sentir vraiment important pour quelqu'un. Pensez à la façon dont cela se reflète dans ses autres relations. Observez comment il traite son partenaire, ses amis, voire ses propres enfants, s'il en a. La même froideur émotionnelle, la même difficulté à exprimer son affection, la même résistance à montrer sa vulnérabilité,
Car lorsque vous apprenez à votre cœur à se fermer à une personne, il apprend à se fermer à tout le monde. Mais le prix le plus élevé est la trahison qu'il commet chaque jour envers lui-même. Car au fond de lui, dans le plus profond de son être, il sait qu'il est injuste. Il sait que vous ne méritez pas le traitement que vous recevez. Il sait qu'il cause une souffrance inutile à quelqu'un qui ne lui a fait que du bien. Et cette conscience le ronge, créant une culpabilité qu'il doit constamment réprimer. C'est pourquoi son agressivité augmente souvent précisément lorsque vous faites preuve de gentillesse et de patience. Parce que votre gentillesse est un miroir cruel qui reflète sa méchanceté. Votre persévérance à l'aimer lui rappelle qu'il ne vous rend pas cet amour. Votre dignité face à l'humiliation qu'il vous inflige le rend encore plus misérable. Il se retrouve ainsi pris dans un cercle vicieux. Plus il est cruel, plus il se sent coupable. Plus il se sent coupable, plus il a besoin de justifier sa cruauté en trouvant des défauts chez vous. Plus il trouve de défauts, plus il se permet d'être cruel. C'est une spirale descendante qui l'éloigne de plus en plus de la personne qu'il aurait pu être. Le plus tragique, c'est que cette autodestruction émotionnelle survient à un moment de sa vie où il a le plus besoin de la sagesse, du soutien et de l'amour inconditionnel que vous lui apportez. Car être adulte ne signifie pas que l'on n'a plus besoin d'un câlin, mais que l'on sait quand chercher et apprécier les câlins que l'on reçoit. Cela ne signifie pas que l'on n'a plus besoin de conseils, mais que l'on reconnaît l'expérience et la sagesse de ceux qui nous ont précédés. Mais il choisit la voie la plus difficile et la plus solitaire qui soit, essayer de naviguer dans la vie sans ancrage émotionnel, sans refuge, sans personne qui l'aime indépendamment de ses succès ou de ses échecs. Il renonce volontairement à l'une des relations les plus précieuses qu'un être humain puisse avoir, la relation avec la personne qui l'a mis au monde et qui l'aimait avant même qu'il n'existe pleinement. Et vous qui assistez à cette autodestruction émotionnelle, vous vivez le paradoxe le plus douloureux qu'une mère puisse connaître, voir votre enfant choisir délibérément une voie qui le rendra malheureux, voir quelqu'un que vous aimez détruire sa propre capacité à être aimé, être témoin de la transformation de la personne que vous vouliez protéger en son propre bourreau émotionnel. Car en fin de compte, la question n'est pas seulement de savoir pourquoi il est cruel envers vous. La question est, pourquoi est-il si cruel envers lui-même? Pourquoi choisit-il la solitude plutôt que la connexion, la fierté plutôt que l'amour, la dureté plutôt que la tendresse? Et la réponse la plus difficile est qu'il ne sait probablement même pas qu'il a d'autres options. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez voyagé avec moi à travers les ombres les plus sombres de l'âme humaine, c'est parce qu'il y a en vous une force qui refuse d'accepter que cette histoire se termine ainsi. Une partie de vous croit encore que le véritable amour peut trouver un chemin, même à travers les ténèbres les plus denses. Et vous avez raison. Car la prise de conscience est la première étape de toute véritable transformation, et vous venez d'acquérir quelque chose de précieux. La compréhension que cette dynamique destructrice n'est pas de votre faute, ni de la sienne seule. Elle est le résultat de forces inconscientes, de conditionnements culturels et de blessures non guéries que vous portez tous les deux sans même vous en rendre compte. Cette prise de conscience est libératrice, car elle vous sort de la position de victime impuissante et vous place dans celle d'auteur inconscient. Vous êtes deux personnes blessées qui perpétuent mutuellement leurs blessures. Mais maintenant que vous pouvez voir le schéma, vous pouvez choisir d'en sortir. La première étape de cette libération est peut-être la plus difficile. Vous devez cesser d'essayer de sauver votre enfant de lui-même. Vous devez accepter que son cheminement émotionnel ne peut pas être accompli par vous, peu importe à quel point vous l'aimez. Vous devez comprendre que continuer à vous laisser maltraiter n'est pas de l'amour, mais une façon de l'empêcher d'apprendre les véritables conséquences de ses choix. Cela signifie établir des limites claires et non négociables sur la façon dont vous acceptez d'être traité. Cela signifie dire avec amour mais fermeté « Je t'aime inconditionnellement, mais je n'accepterai plus d'être traité avec irrespect. Si tu choisis de me maltraiter, je m'éloignerai jusqu'à ce que tu sois prêt à avoir une conversation respectueuse. » Cela signifie cesser de courir après quelqu'un qui s'enfuit et commencer à investir dans qui vous êtes au-delà de votre rôle de mère. Cela signifie redécouvrir vos propres rêves, vos propres centres d'intérêt, votre propre identité qui existait avant sa naissance et qui continuera d'exister quelle que soit la relation qu'il choisira d'avoir avec vous. Mais le changement le plus profond est peut-être interne. Vous devez vous pardonner toutes les erreurs que vous pensez avoir commises en l'élevant. Vous devez accepter que vous avez fait de votre mieux avec les connaissances et les ressources émotionnelles dont vous disposiez à l'époque. Vous devez comprendre que même les mères parfaites
peuvent avoir des enfants qui font des choix destructeurs. Paradoxalement, c'est lorsque vous cessez de vous blâmer et d'essayer de contrôler la relation que vous ouvrez la possibilité de renouer. Car lorsque vous devenez une personne à part entière qui se respecte et qui a des limites saines, vous devenez quelqu'un qui peut être respecté. Lorsque vous cessez de vivre votre vie autour de lui, vous redevenez intéressant. Il est tout à fait possible que lorsqu'il vous verra s'épanouir indépendamment de lui, lorsqu'il réalisera que vous menez une vie riche et pleine de sens qui ne tourne pas autour de son approbation, quelque chose en lui se réveillera. L'absence de la pression émotionnelle qu'il a toujours ressentie pourrait créer l'espace nécessaire pour que l'amour véritable refasse surface. Mais même si cela n'arrive jamais, même s'il choisit de rester froid pour toujours, vous aurez gagné quelque chose d'encore plus précieux, votre propre intégrité. Vous vous serez prouvé que vous êtes capable d'aimer sans renoncer à votre identité, de vous consacrer à quelqu'un sans vous perdre, d'être mère sans cesser d'être une femme. Et qui sait, peut-être que votre exemple d'amour-propre est exactement la leçon dont il a besoin. Peut-être que lorsqu'il vous verra vous valoriser, il commencera à se demander pourquoi il ne peut pas faire de même. Peut-être que votre cheminement vers la guérison inspirera le sien. Si ces mots vous ont profondément touché, si vous reconnaissez votre propre douleur ou celle d'un être cher dans cette analyse, j'aimerais vous poser une question. Quand avez-vous réalisé que vous vous étiez perdu en essayant de sauver cette relation? Quel sacrifice avez-vous fait en pensant montrer votre amour, mais qui étaient en réalité des marques de manque de respect? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre courage est peut-être exactement ce dont une autre mère a besoin pour commencer son propre parcours vers la libération. Car en fin de compte, la plus grande leçon que nous pouvons enseigner à nos enfants n'est pas comment aimer sans limite, mais comment aimer avec dignité. Il ne s'agit pas de se sacrifier pour les autres, mais de s'estimer suffisamment pour être véritablement aimant. N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et éclairez votre ombre. Comptez sur moi pour vous accompagner dans ce voyage et restez à l'écoute pour les prochaines vidéos sur la chaîne.